Octopodcast. Sébastien, tu vas nous parler d'un film, un biopic comme on dit, qui parle d'un personnage qui est une des calamités qui s'est abattue sur l'humanité ces dernières années. De qui s'agit-il ? Il s'agit de Steve Jobs. J'avais un peu parlé de ça la dernière fois, lors du précédent enregistrement. C'était un peu sous forme de boutade, chiche, je me disais. Mais en fait, j'y suis quand même allé. Pourtant, ça demandait pas mal d'efforts, parce que c'est vraiment une personnalité, une figure qui m'intéresse pas des masses. Alors qu'elle est quand même très populaire. C'est, mine de rien, le 3e film consacré à Steve Jobs depuis sa mort, en 2011. Je vous défie d'inspirer 3 films en 4 ans après votre décès. Enfin, j'espère que ça arrivera pour vous, mais... Il faut faire tueur psychopathe ou un truc comme ça pour arriver à ce niveau-là, quoi. Oui, voilà, ou Steve Jobs. Voilà. On se souvient déjà, d'ailleurs, au moment de sa mort, qu'il y avait une vague d'émotions aussi internationales qu'inexplicables. Donc, 3e film. Le premier, c'est un film qui a eu un succès, enfin, un accueil critique et public très tiède, voire glacial, qui s'appelait Jobs, avec Ashton Kutcher dans le rôle principal. Ensuite, il y a eu un autre film inédit en France, un documentaire à charge, paraît-il, qui s'appelle The Man in the Machine. Et voici que sort Steve Jobs. On constate que les auteurs ont vraiment beaucoup d'imagination en termes de titres. Et là, par contre, succès critique ahurissant. En France, la presse est très positive. Aux États-Unis, on parle carrément de Citizen Kane. La bonne nouvelle, c'est que le public, par contre, boude totalement le film. C'est-à-dire qu'il a fait très peu d'entrées, malgré donc ses critiques dithyrambiques. Tu voudrais dire que les critiques de cinéma racontent n'importe quoi ? Peut-être n'ont-ils pas l'influence qu'ils pensent encore avoir, ou peut-être tout simplement le fait d'aller voir pendant 2 heures un personnage antipathique s'acharner sur les gens qui l'entourent n'intéresse pas tant que ça le public français, américain. Je ne sais pas. Je pense aussi qu'il y a, plus sérieusement, le fait qu'il n'y ait pas de star. Michael Fassbender, qui est très bon dans le rôle titre. Mine de rien, c'est parce qu'il est irlandais, je veux dire, c'est pour ça, non ? Exactement. Je pense que c'est pour ça qu'ils l'ont choisi. Non, mais c'est Michael Fassbender. Au départ, il voulait mettre Christian Bale ou Leonardo DiCaprio. Ça aurait peut-être fait plus déplacer les foules. Lui, il commence à être un peu connu, mais il n'a pas encore l'aura d'une star. Et puis bon, voilà, Steve Jobs, on s'imagine mal des cascades, des explosions. Enfin, c'est pas Marvel, quoi. Ouais, mais il y a de la violence psychologique quand même. Oui, c'est ce qu'il y a de meilleur dans le film aussi. Bon, je commence à dire un peu du mal du film, mais faut quand même admettre, c'est pas un film totalement pourri. Il y a même une construction qui est assez ambitieuse et originale pour un biopic. On sait que la biographie film est un biopic, c'est souvent des films assez académiques qui racontent la vie, la mort de quelqu'un de célèbre, avec tout le parcours obligé, l'ascension, la chute. Bon, c'est souvent assez inintéressant. Et là, le dispositif qui est choisi est vraiment ambitieux. C'est très théâtral, mais c'est assumé. En dehors de quelques flashbacks qui sont d'ailleurs pas très intéressants parce qu'ils sont très explicatifs, l'essentiel du film se déroule en 3 scènes qui sont quasiment filmées en temps réel et en huis clos. Et ça décrit en fait, sur 15 ans, les quelques dizaines de minutes qui précèdent 3 conférences données pour le lancement de 3 produits phares pilotés par Steve Jobs, à savoir le Macintosh en 84, un truc que j'ai appris, je ne savais pas que ça existait, le Cube Next en 1988 et l'iMac en 1998. Donc pas les gros produits phares genre iPhone et tout ça. Non, je sais qu'ils y avaient pensé, mais ils sont... rabattu sur cela, je pense, pour des raisons de cohérence, parce que l'objectif, en fait, c'est d'avoir choisi ces moments-là parce que ça permettait de confronter le personnage aux mêmes personnes qui l'entourent et de montrer comment il réagissait à des stimuli équivalents à 15 années d'intervalle. Donc, en gros, pendant ces 3 scènes, il est confronté successivement à sa secrétaire, enfin plutôt une chargée de marketing, parce qu'à ce niveau-là, même la secrétaire est multimilliardaire. Donc elle, c'est plutôt la meilleure amie, elle est un peu maternelle et maternante. Il y a son ancien boss et mentor qui est John Sculley. Lui, c'est plutôt la figure paternelle sur lequel on s'appuie, puis ensuite qu'on trahit parce qu'il faut bien grandir. Il y a son ancien ami, Steve Wozniak, qui est donc présenté comme un ingénieur brillant. Là, je laisse les informaticiens préciser s'ils pensent que c'est le cas ou pas. Oui. C'était le seul brillant de l'équipe, d'ailleurs, qui savait coder. Mais il a participé au scénario et ça se sent parce qu'il est montré comme quelqu'un de très brillant.
Et lui, son rôle, c'est d'être le type avec des principes qui est là pour reprocher à Steve Jobs son manque de gratitude envers ceux à qui il doit tout. Parce que Steve Jobs, en fait, il a rien inventé, il s'est contenté, c'est un peu comme Bill Gates, il s'est appuyé sur le travail des autres, il avait des concepts, des idées, c'est un publicitaire, c'est un homme du marketing, c'est un industriel, mais ce n'est pas un génie de l'informatique. Contrairement à ce qu'on pourrait parfois penser quand on lit certains articles ou dans les idées reçues qui circulent. Ensuite, il y a également un employé souffre-douleur et également la fille de Steve Jobs. Et là, donc, c'est pour montrer que d'abord, il refuse sa paternité et puis à la fin, bien sûr, c'est le bonheur. Steve Jobs est un être humain, il aime sa fille. Donc ça, c'est le film. Vraiment, pour Hollywood, c'est radical parce que il y a un côté assez fascinant de voir comme ça de longs tunnels de dialogue extrêmement bien rythmés, très brillants, pendant 2 heures, avec des enjeux qui sont quand même assez complexes, le lancement d'une machine, les rivalités... Ça fait pas rêver, quoi, normalement. C'est pas de l'action. Ouais. Voilà, ça fait pas rêver... Et en même temps, c'est suffisamment bien fait pour que, même quand on n'y connaît rien, comme moi avant de voir le film, on se laisse prendre. Et ça, c'est dû en grande partie au scénariste et dialoguiste qui est Aaron Sorkin, à qui on doit des séries comme À la Maison Blanche, qui a marqué son époque, à qui on doit aussi un autre film équivalent qui est sorti il y a quelques années, qui s'appelait The Social Network. Il semble que Aaron Sorkin est un petit peu en train de devenir le biographe officiel, en niveau de cinéma, de tous les grands industriels de technologie de l'information et des multinationales de la communication. Alors, Aaron Sorkin, en fait, son grand avantage et son génie, une part de génie là-dedans, c'est que il sait justement filmer un dialogue, écrire un dialogue qui est ensuite mis dans la bouche de bons acteurs est vraiment étourdissant. Ça va à une vitesse folle et c'est bourré justement de mots d'esprit et faudrait vraiment de mauvaise foi pour ne pas reconnaître que on accroche. Et le problème d'Aaron Sorkin, c'est qu'il a aucune vision du monde en fait. C'est-à-dire, il se contente justement d'illustrer le génie supposé des gens sur lesquels il écrit, mais au final, on retombe toujours sur... Même si formellement on échappe au code du biopic, on retombe sur les mêmes écueils que le biopic d'origine, c'est-à-dire, en gros, la géographie. Steve Jobs est montré comme quelqu'un de pas gentil, qui engueule tout le monde, qui refuse de considérer qu'il pourrait avoir tort, mais tout au long du film, malgré tout, on fait mine de le montrer comme un sale type, mais on en fait quand même un héros, un personnage bigger than life, plus grand que ce qu'on peut trouver autour de nous. Et à côté de ça, il y a aussi bien sûr le fait que ce héros, il a des fêlures, comme dans tous les films hollywoodiens. Un méchant, s'il est méchant, c'est parce qu'au départ, il y a un trauma. Le trauma, c'est que Steve Jobs, il est adopté, voilà. Par exemple, c'est aussi bête que ça, quoi. Ça va pas très très loin. Mmh. Mais c'est peut-être la réalité. Enfin, dans le sens où effectivement, il a quand même la réputation d'avoir été un sale con et oui, c'est comme le cas de pas mal de gens qui font ce genre de boulot quand même. Enfin, c'est vrai. Même autour de nous, on connaît plein de sales cons qui ont une enfance vraiment horrible. Mais est-ce que c'est intéressant de prendre ce personnage avec tout ce qu'il a apporté, on va dire, pour se focaliser sur ça, ou pour focaliser sur le fait que oui, il est pas gentil avec ses collaborateurs, oui, il est pas reconnaissant envers ses anciens potes, mais en même temps, ça reste un être humain qui est quand même touché parce que sa fille a fait un dessin quand elle était petite et qu'il s'en souvient des années plus tard et que, c'est vraiment des ressorts assez bas de gamme en termes de caractérisation du personnage. Et puis à un moment, c'est vrai qu'on se dit, mais qu'est-ce que ça raconte en fait ? De la même façon que, je me souviens quand j'avais vu, il y a quelques années, The Social Network, j'avais été emballé, et puis en le revoyant, je me suis dit, mais en fait, ça dit rien sur Facebook, ça dit rien sur son époque, ça capte quelque chose, c'est brillant, mais c'est creux. Et là, c'est pareil. On montre que c'était un sale type, on évite tous les sujets qui fâchent un peu. Par exemple, le travail des enfants dans les usines des sous-traitants asiatiques. Par exemple, la façon dont la vision de Steve Jobs de l'informatique, une vision totalement fermée, totalement prioritaire, c'est-à-dire que rien ne devait être compatible avec sa machine, et l'objectif c'était justement d'être propriétaire de tout contrôler. C'est quelque chose qui... alors je sais que Luc, ça te parle. Plutôt, oui. Et puis en plus, ça, il y a d'autres choses. On pense à l'iPod. Dans la première version, c'était vraiment le produit Apple, le premier qui avait vraiment connu un succès énorme. Et dans les nouveaux produits, quand Steve Jobs était revenu, et dans les premières versions, la batterie crevait au bout de 18 mois, et évidemment, elle n'était pas changeable. Et quand les gens ont dit, mais j'ai acheté ce machin, je crois que c'était $400 en plus. Il y a 18 mois, ça marche plus. Ils ont dit, achetez-en un autre. Et donc, il y avait quand même une class action à l'époque, qui s'était résolue avec une poignée de dollars filés aux gens qui n'étaient pas contents. Et il y a plein de trucs comme ça chez Apple, où vraiment ils crachent à la gueule de leurs clients, qui sont
très reconnaissant. Donc ce qui est assez incroyable. Et c'est d'autant plus ironique, c'est dit dans le film, mais c'est dit en coup de vent, que au départ, le succès de Steve Jobs et de Steve Wozniak, c'est parce que Steve Wozniak avait imposé le fait que le première machine Apple était compatible avec tout. Et en fait, Steve Jobs s'est servi de ça pour faire sa gloire et son succès, et en fait, il a tout verrouillé. Et le film part d'une vision totalement, je trouve, très réductrice, pour ne pas dire idiote, qui consiste à dire, si Steve Jobs a tout verrouillé, c'est parce que lui-même était quelqu'un de très verrouillé. Ce qui est une vision, mais enfin, c'est comme imaginer que c'est parce qu'il était tout petit et qu'il complexait sur sa taille que Napoléon a conquis l'Europe. C'est pas intéressant. Il faudrait nous parler de ce que ça implique en termes de volonté, de domination et de verrouillage. Il y a une vision du capitalisme derrière Steve Jobs, dont il est l'incarnation presque terminale. Et le film passe à côté de ça. Et du coup, ça devient une espèce de mélodrame très contemporain, très actuel, mais vraiment très limité. Et est-ce que c'est pas un peu le truc américain? C'est-à-dire qu'il y a quand même souvent peu de propos politiques, sociaux ou autres dans les films américains. C'est souvent centré sur des individus, et je pense que c'est pour ça que Steve Jobs fait un très bon mythe, et c'est que les gens, ce que tu expliquais avec son gros malheur et tous ces trucs-là, ça fait recette, quoi. Enfin. Oui, mais c'est vrai que je me dis peut-être à un moment, quand le film se présente justement comme un film qui va au fond des choses, qui parle de politique et qui ne le fait pas, il y a un problème. C'est vrai que avec autant d'ambition formelle, autant de talents réunis, les acteurs sont tous excellents. Le scénariste, je l'ai déjà dit, et le dialoguiste sont vraiment très bons. Même la mise en scène de Danny Boyle, qui est pas un foudre de guerre, c'est efficace. Autant de talents réunis et d'audace pour un résultat aussi conformiste et conventionnel, c'est très décevant. Très bien. En même temps, c'est à l'image d'Apple d'être conformiste et conventionnel, non? Peut-être que c'est un film méta qui serait décevant exprès, mais j'en doute. Très bien, merci Sébastien.